Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes le jeudi 31 octobre 2019. Nous avons une pensée ce matin pour le Goliador Samuel Eto'o qui a livré une interview hier à nos confrères d'AFP Sport. Il y fait des déclarations fortes. Je voudrais citer celle-ci. Je suis en train de reprendre mes études, chose qui n'est pas facile. Je veux apprendre à avoir mes diplômes, comprendre comment les choses fonctionnent, que ce soit dans mes business personnels ou dans ma future carrière, pour revenir avec un bagage nécessaire et à affronter ces choses. Donc fin de citation, c'est ce qu'il a dit hier à nos confrères de AFP Sport. Lui qui va reprendre, donc lui qui est en train de reprendre ses études, Samuel Eto'o. On va également dire que dans cette même interview, il a rappelé qu'il est le meilleur joueur africain de tous les temps et on lui a demandé est-ce qu'il doutait de cela. Il a dit qu'il fallait évidemment que les gens aient cela à l'esprit, qu'il est le meilleur joueur africain de tous les temps. On lui a rappelé le cas de Georges Weah. Il a clairement dit que leur carrière parle pour elle-même, qu'il faut comparer la carrière de Georges Weah et sa carrière pour bien comprendre que c'est un fait qu'il est donc le meilleur joueur africain de tous les temps, Samuel Eto'o, qui signale que malgré le ballon d'or de Georges Weah, il reste avec sa carrière le meilleur joueur africain de tous les temps. On espère que cette comparaison ira jusqu'au bout puisque les commentaires vont bon train. Beaucoup imaginent une trajectoire de Samuel Eto'o comme celle de Georges Weah qui, comme vous le savez, est aujourd'hui le président de la République du Libéria. Est-ce que Samuel Eto'o va se risquer à un tel parcours? On attend et on verra comment tout cela se passe dans les années à venir, puisqu'il a toujours clamé qu'il voulait d'abord être entraîneur de football. On verra si après, justement, il s'engage sur une voie politique. Madame, Monsieur, restez avec nous comme chaque matin jusqu'à 12h. Monsieur Bachou Chalamel est avec nous ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Négou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Peut-on se construire une maison avec 1 million de francs CFA? Peut-on enterrer des personnes décédées par étouffement comme si de rien n'était, creuser, habiller, enterrer? Si on le fait ailleurs, ça ne se fait pas ainsi à l'Ouest, sans un certain type de rituel particulier pour la famille. C'est accidentel, mais en Afrique, rien n'est accidentel. Comment seront repartis les 225 millions de francs CFA? Telle est la question qu'on se pose. À l'heure où tous sont encore en train de pleurer, à l'heure où la nouvelle expression nous dit qu'on a abandonné des cadavres sous la terre, doit-on les laisser véritablement? Trop de questions qui ne cessent de se poser. Va-t-on encore revivre le cauchemar des écarts? Just wait and see. Alors, le président de la République a décaissé 200 millions de francs CFA. La répartition est désormais connue puisque le ministre de l'administration territoriale en a fait cas devant les caméras. Pour ceux qui ont regardé les éditions du journal hier sur Equinox Télévision. Donc, il y a 100 millions qui sera partagé entre 50 familles qui sont endeuillées, touchées par le deuil. Si on fait le calcul, 50 familles sur 100 millions, ça fait 2 millions pour chacune des familles. Si on repartit de manière équitable, non? 2 millions. Nous avons des familles de 5, des familles de 4, voilà. Des familles de 8. Nous avons des familles de 8. Réparties comme ça sera injuste. Tout à fait. Et puis, l'autre 100 millions, c'est pour 150 familles qui vont être déguerpies et recasées ailleurs. Ça fait 650 000 francs par famille. Vous pouvez 650 000 francs par famille. Vous pouvez avoir un terrain à Bafoussam à combien? À 50 000? D'accord, on va en parler dans un court instant et comme vous l'avez dit, l'autre enjeu ce serait d'avoir le temps, la durée et quand seront payés ces 200 millions de francs CFA, parce que pour Ezeka ça fait 3 ans. Hein. Surtout qu'on n'a pas attendu Sa Majesté Ngombe Pele. C'est quand même grave que Sa Majesté Ngombe Pele ne se soit pas levé. C'est grave que le chef Bamungum ne se soit pas levé. C'est très grave que ces deux chefs ne se soient pas encore levés, qu'il n'ait pas encore posé un acte. C'est quand même assez très grave parce qu'on sait que les morts par étouffement
c'est de très mauvaises morts, monsieur il faut pousser. D'accord. En tout cas, davantage le chef Bamungum. Parce que Bafoussam 3e, c'est le chef Bamungum. Le chef Bafoussam reste à Bafoussam 1er. Et Bafoussam 2, c'est Baleng, avec le chef Baleng. Donc, c'est davantage le chef Bamungum qui a d'ailleurs, monsieur Eric par son Fopoussi, SP... le voisinage voudrait que lorsque vous êtes frappé, vous jumelez vos douleurs. Voilà pourquoi on parle du chef Bafoussam et du chef Bamungum. Mais pourquoi pas le chef Baleng Bafoussam 2? Oui, Bafoussam 2, c'est vous qui maîtrisez la non, mais répartition. parce que s'il faut, parce que la frontière entre Bafoussam 1, Bafoussam 2 et Bafoussam 3 est plus grande que la frontière entre Bafoussam 1 et Bafoussam 3e. Tous ces trois chefs, on les attend parce que il y a d'autres chefs qui sont en train de se bouger, notamment le sultan des Bamoun qui va aller faire ce qu'il va aller faire le deuil, pleurer le deuil. Mais où va-t-il pleurer ce deuil? Il y a un communiqué du chef Bamungum qui a fait un communiqué hier à travers son SP pour dire qu'une collecte est lancée avec les élites. D'ailleurs, il a cité toutes les élites. Il y a une réunion qui est prévue avec les élites pour voir dans quelle mesure gérer tout ça. Et d'ailleurs, il faut saluer ici l'honorable Kanke, qui est député et qui est originaire de Bamungum, qui également, qui sera une tête de proue de cette réunion-là, là-bas à Bamungum, à Bafoussam 3e, si vous voulez, parce que Bamungum, c'est Bafoussam 3e. Alors, merci beaucoup, monsieur Bachoucha Lamel. Également sur le plateau ce matin, vous, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Je veux juste poser une question ce matin. Où est passé le centre d'opération d'urgence, fruit de la coopération sino-camerounaise avec l'aide de l'ONU Spider? D'accord. Alors, on vous retrouve, vous, à 11h06. Ce sera pour votre chronique. Ce sera la revue des réseaux sociaux, madame, messieurs. Également sur le plateau ce matin, Bambok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques. Monsieur Maurice Kamto, président du MRC, a décidé de tenir ces meetings. Je pense que c'est une bonne chose. Il faut maintenir le climat politique. Merci, monsieur le professeur. D'accord. Alors, bon, Bégal, je voudrais juste rebondir sur vous. Les médias font l'objet d'une cabale actuellement. On estime qu'on donne trop de place aux hommes politiques pour se déballer au glissement de terrain. Est-ce que c'est mauvais en soi? Parce qu'en réalité, il faut bien qu'on comprenne que c'est les politiques qui sont à l'origine de ce qui s'est passé et qui sont chargés de décider du destin de nous tous. La citation que je viens d'évoquer est une citation des éditions Le Point. Le Point, c'est un journal français. Nous savons bien que les journaux, ce sont des maisons d'édition. C'est pour cela qu'on appelle les directeurs les éditeurs. Voilà. Et qu'est-ce qui oriente la vie de la nation? Tout est politique. Même Samuel Eto'o, auquel vous avez fait allusion, il l'a connu, il l'a compris en novembre 2011. Lorsque capitaine des Lions Indomptables ne sont pas allés livrer le match amical contre l'Algérie, il a bien vu que c'était une décision politique. Alors qu'il disait, moi je ne mêle pas de la politique. Donc en réalité, c'est la politique qui régule la société dans nos pays. C'est la politique. Donc reprocher aux médias de faire la part belle aux hommes politiques, ça veut dire qu'on ne veut pas l'éducation à la citoyenneté. Et c'est l'élection présidentielle qui est l'élection la plus grande, surtout dans les démocraties à régime présidentialiste. Donc il n'y a pas... Encore que pour ce cas, ça concerne les mairies. Oui, tout à fait. Et les hommes politiques sont censés briguer les municipales pour devenir conseillers. Nous sortons d'un grand dialogue national. On ne retient rien. On est encore rivé. On a les yeux rivés sur l'Assemblée nationale. Et pour attendre quoi? Les orientations politiques qu'on va donner dans le nord-ouest et le sud-ouest, les orientations politiques qu'on va donner pour le reste, sur la décentralisation et autres. Ça veut dire pourquoi le pays semble être au ralenti. Le pays vit au ralenti justement parce que les politiques ne bougent pas. D'accord. Donc c'est à tort si on reproche aux médias de faire la part belle aux politiques. D'accord. Voilà. Je pense que désormais tout est bon. Pour tout le monde, madame, monsieur, restez avec nous puisqu'on va démarrer avec la première rubrique. Voici l'histoire du jour. Histoire du jour contée par vous, Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, vous allez bien ce matin?
vous savez ce qui m'arrive. Donc, Bon, à si, vous côté me de posez, ça, si vous me posez la question, c'est que vous me taquinez un tout petit Bon, peu. j'ai une question à vous poser. Oui, allez-y, posez-moi la question. Imaginons que vous soyez en plein débat sexuel et que votre téléphone sonne. Est-ce que vous allez vous arrêter décrocher? Alors, bon, avant toute chose... Ce n'est pas une colle. Non, non, mais je suis obligé d'intervenir avant là. toute chose... Ces choses-là, on ne les discute pas en public. Voilà, absolument. Donc, vous avez lu dans mon esprit. Donc, ça veut donc dire que l'histoire, toujours, je ne pourrais pas la raconter. On ne les Parce discute pas en que public. Amandine nous pose justement ce problème. Elle est mariée depuis 8 ans et elle a 2 petits garçons avec son mari et elle se plaint du fait que son mari est toujours au téléphone. Il rentre le soir, il est accroché à son téléphone, il ne joue pas avec ses enfants. À peine, il rigole avec ses enfants 5 minutes. Il retourne à son téléphone. Au milieu de la nuit, le téléphone sonne. Il a dit à sa femme que c'est parce qu'il doit prendre des décisions importantes. Il ne peut décaisser de l'argent que par son téléphone. Il ne peut autoriser des livraisons puisqu'il a une société que par son téléphone. Et il est arrivé à plusieurs reprises que pendant leurs débats sexuels, son mari s'arrête, sorte de la pièce, décroche et parle aisément au téléphone et reviennent continuer là où il s'est arrêté. Amandine aimerait savoir si d'autres personnes l'ont vécu, parmi vous autres téléspectateurs ou bien parmi nous sur le plateau, et comment gérer ce genre de situation parce que ça devient insupportable pour elle. Elle estime que son mari lui manque trop de respect et qu'elle n'en peut plus. Alors, vous convenez avec moi qu'il ne s'agit pas que de ça. Ça commence par là. Non, mais vous convenez avec moi qu'il y a un problème. Moi, j'ai choisi. Non, mais vous choisissez parce qu'on vous connaît, on connaît votre réputation. Bon, bref. On connaît votre réputation. Ouais, même non, mais. Il cause aisément. Alors, moi, je voulais juste dire, et bon, a commencé par dire ça, vraiment, Dominique Caudré, vous savez, hein, oui. Pourquoi vous vous plaignez souvent que je vous taquine un peu sur des termes un peu trop compliqués, comme les ébats et tout ça là. Vous savez, c'est parce que dans le milieu où j'ai grandi, nous on pense que les enfants qui peuvent être, je sais pas, devant la télé, parce qu'il faut dire qu'il y a une bonne colonie des Camerounais qui nous regardent à l'étranger, et qui malheureusement ne nous prennent pas à cette heure-ci de la journée chez eux. Ils nous prennent généralement chez eux à 18h, 19h, quand les enfants sont à la maison. Donc du coup, ces personnes-là ne sont pas très à l'aise avec certains termes qu'on peut utiliser concernant les côtés, le côté libidinal. Donc il est quand même important pour nous, parfois aussi, de faire ça et de ne pas forcément ramener cela en public de manière aussi directe, de manière aussi brutale, parce que c'est brutal et ça peut. Non, mais si moi par exemple qui suis habitué à écouter beaucoup de choses, je suis déjà un tout petit peu comment dire ça, je suis choqué par des thèmes comme Eba. Imaginez-vous les gens qui sont moins qui ont moins que moi. Mais oui, je vous assure. Non, mais vous aurez c'est même plus violent sur le plateau qu'ici. Oui, non. Il y a des enfants qui nous regardent là-bas. Non, il y a des gens qui ont décidé. Plus violent que l'Afrique. Et les enfants. Eba, c'est un mot français. Non. Attendez, ils pensaient parents, honnêtement, pensent que leurs enfants ne savent pas de quoi il s'agit. Mais autant ne pas le dire comme ça en public. Bon, qu'on dise quoi? Faire l'amour, alors c'est mieux? Non, c'est plus grave. Vous allez encore plus loin. On en parle plus. Lorsqu'il commence à gratter son dos, après il va téléphoner. Je suis désolée, je ne le dirai pas. N'explique pas la situation. Bon, écoutez, on se comprend entre nous que les technologies ou les nouvelles technologies de l'information de la communication de dérégler la vie sociale, être présent, il faut dire que ces outils-là nous ont éloignés malheureusement. Ces réseaux sociaux, prétendument réseaux sociaux, nous sont devenus des réseaux asociaux en réalité. Je vais prendre 2 exemples, un sur le continent africain et un autre sur le continent européen. D'abord, je voudrais que les filles aujourd'hui sachent que le monde ne commence pas par elles et ne se termine pas par elles. Vous voulez vous émanciper à l'occidental, prenez la peine de lire le livre de Simone de Beauvoir, Mémoire d'une jeune fille rangée. Elle n'est pas allée, c'était la copine de Jean-Paul Sartre, aussi du mémoire. Lisez, vous allez comprendre. Ne faites pas comme si, même là-bas, les choses évoluent. Maintenant, chez nous, qu'est-ce que la femme africaine a dit lorsqu'il y a eu ce contact avec l'Occident? C'est la femme qui a parlé, précisément parce que quand c'est grave, c'est la femme qui parle. Aujourd'hui, justement,
Parce que la femme n'écoute pas. Pourquoi elle rend publique les grandes décisions? Parce qu'elle écoute. Elle écoute les hommes, elle écoute son mari, elle observe les enfants. Et lorsqu'elle dit, un mari dit, on lui donne l'autorisation, on dit, lorsque tu as l'habitude de nous appeler lorsqu'un enfant gronde, on dit, je vais dire à papa. Je vais dire, mais lorsque la société est dans ce qu'on appelle le tumulte, c'est à la femme de s'adresser à ce peuple. Et celle qui s'appelle la Grande Royale, dans le livre, vous allez lire Tchekamido, quand l'aventure ambiguë, elle dit quoi? Elle dit, tout change et nous devons vivre avec notre milieu. Quand elle a dit, l'école des Blancs est arrivée, ce qu'on va y apprendre, vaut-il ce qu'on va oublier? Elle dit non, mais l'essentiel est qu'on doit envoyer nos enfants à l'école, parce que tout change et nous devons vivre avec notre milieu. Voilà ce que la femme a dit. Maintenant, les femmes d'aujourd'hui, qui ne se réfèrent ni à Simone de Beauvoir, ni à la Grande Royale, pensent que la vie commence avec elle. Et quel est le métier de cet homme qui est accroché au téléphone? Est-ce qu'une femme qui vit avec un militaire qui est homme de troupe et un militaire qui est officier supérieur ont le même style de vie? Une femme qui est mariée avec un commerçant qui est entre deux voitures, deux avions, et tout bien un opérateur économique, elle tient le même type de ménage que celui qui est menuisier et rentre tout le temps. Et celui qui a épousé un pêcheur. Ou celui qui est fonctionnaire. Voilà, ou celui qui est fonctionnaire. Donc, voilà le type, l'appréciation. Vous pensez que un cas particulier doit être général. Nous les femmes, quand mon homme peut être... Mais cher ami, donc vous allez dire à votre mari, commissaire de police ou colonel, il en paie dans des trucs. Mais non, hier tu avais répondu au téléphone quand... Mais attendez. Donc c'est ça, c'est vous allez dire, vous allez dire à l'épouse d'un gouverneur qui vient d'apprendre qu'il y a éboulement de terre que non, ne descend pas, va rester ici à la maison. Tu étais dessus, tu restes, tu finis, après tu vas. Et là, tu es en train de mourir. C'est lui. Monsieur Focus. Tout à fait. Non, mais bien sûr, mais je vous dis. Non, mais je vous dis qu'il y a des choses qu'il faut gérer. Vous aurez la parole tout à l'heure. Voilà les situations qu'on a. C'est donc ça qui nous amène à conclure que les femmes d'aujourd'hui ne parviennent pas à oxygéner la maison. On oxygène la maison, premièrement, ça commence comment? Vous attrapez une grossesse, mon mari n'est pas là, et c'est lui le mari qui subit les affres. Ah, j'ai besoin de ngoya à 2h du matin, ce que vous appelez le ndomba, bien pimenté. Vous apportez un ndomba, elle a humé l'odeur, elle dit non, je suis rassasié, ça va. Ça passe, n'est-ce pas? On dit, ah oui, c'est l'étude d'une femme grosse. Elle veille, vous accoucher, il veille. D'accord. Donc, c'est la sécurité. Donc, cher ami, oxygénez la maison, écoutez votre mari, observez, accompagnez votre mari et assistez votre mari. Il ne s'agit pas de rivalité homme-femme, il s'agit d'accompagnement et d'assistance. Très bien, Bombo. Alors, Charles Hamel, quelle est votre posture matinale aujourd'hui sur l'histoire? Comment ils ont fait pour faire les 2 enfants? Sûrement, il était chômeur. Chômeur. Au téléphone. Vous savez, c'est quand il était sur le téléphone, monsieur Rifo. Sûrement, il était chômeur. Voilà donc une femme qui n'a pas compris ce que c'est que le mariage. Voilà une femme qui n'a pas épousé le travail de son époux. Voilà une femme qui ne rentre pas dans les difficultés que vit et traverse son époux. Voilà une femme qui est prête à vendre aux enchères son mari. Et soyez-en sûrs, des gens vont l'acheter. Pourquoi je le dis? Une femme qui se plaigne trop est une mauvaise femme. C'est connu. Si chaque jour, monsieur Elifopoution vous appelle pour résoudre, la femme de votre voisin vous appelle tout le temps, mon mari, dites-lui de ne plus venir chez vous. Et dites à votre ami de la chasser, c'est une mauvaise femme. Le rôle de la femme, c'est intégrer, fusionner avec son époux. C'est elle-même qui dit qu'il est cadre d'entreprise.
C'est elle-même qui dit qu'il doit gérer tout au téléphone. C'est elle-même qui dit qu'il doit décaisser l'argent. C'est elle. La réponse à son problème, c'est elle nous a donné. D'où vient-il qu'elle s'en plaigne encore, M. Eric Foposi? D'où vient-il? Et surtout que si elle avait reçu cette formation, M. Eric Foposi, on devait lui préciser que la femme, son rôle, c'est de préparer à manger à son mari, assurer, pérenniser sa descente, satisfaire son mari et l'accompagner au quotidien dans la réussite de l'ensemble de ses actions, puisque c'est elle qui est la gardienne du patrimoine familial. À quel moment nous dit-elle qu'elle s'occupe des enfants? Donc le monsieur rentre, il doit prendre sa femme, jouons pour Tingue, Yaya Tingue, ou bien on joue pour ce pion. Donc il doit rentrer, il dit on joue pour ce pion. Tiens, j'ai poussé, pousse aussi ta part, tiens, j'ai poussé. Vous voulez? Donc l'homme rate, il est fatigué. À peine il rentre, il veut s'installer. Mais attendez, elle dit bien qu'il joue quelques minutes. Donc il veut qu'il rentre, il met le short. Lui aussi commence à dire aux enfants, revenons, on fait les pousser. Mais attendez, quand même cette femme demande trop, monsieur, il faut pousser. L'homme d'abord, le travail intellectuel. Un responsable d'entreprise, son travail intellectuel. Il s'époumone, il s'épuise. Je ne dis pas qu'il donne tout plus que la femme, non. La femme donne beaucoup, monsieur, il faut pousser. En termes de contribution, la femme donne beaucoup. Mais l'homme, celui qui se dépense intellectuellement, est plus abîmé, est plus usé que la personne qui se dépense physiquement. On appelle l'outil portable, pas déposable, monsieur, il faut pousser. L'outil, c'est le portable, ce n'est pas le déposable. Le déposable a sa fonction. Lui, c'est le portable. Donc, vous vous retrouvez en plein... Si on dit, on est en plein débat. Déjà, même que le téléphone ne doit jamais s'éloigner de l'homme. Ça veut dire, quelle que soit la position que vous avez sur vous, dans votre chambre, il faut toujours que la surface, votre périmètre... Là, le téléphone, vous le contrôlez, monsieur, il faut poser. C'est important. Vous avez des femmes, lorsque le téléphone sonne, avant que vous ayez tourné pour dire qui m'appelle, elle vous a traversé pour attraper le téléphone et savoir qui est en train d'appeler. Non, c'est des femmes qui cherchent à vite mourir. Vite mourir en posant ce type d'acte. Lorsque l'homme, son téléphone sonne, il peut évaluer. C'est son directeur commercial qui l'appelle. C'est son directeur marketing qui l'appelle. C'est un partenaire. Monsieur, il faut pousser, il y a des partenaires qui, toute la journée, sont occupés, c'est 20 minutes, 1 heure, 2 heures, qui cherchent parfois à manger. Faites le tour de certains restaurants, vous allez vous rendre compte que c'est à 7 heures que les vrais cadres se retrouvent pour prendre un pot. Ils viennent de finir au travail. Si c'est à 7 heures que le gars dit, après réflexion, au vu des dossiers, le marché peut passer. Vous ne décrochez pas le téléphone parce que vous êtes avec votre femme. Mais j'estime que cette femme demande. On interrompt 2 minutes et on réactive, monsieur, il faut pousser. Ça ne fuit pas. D'accord. Oui. Oh non, monsieur Foposi, vous allez réactiver tout seul. Très simplement. Vous allez le réactiver tout seul. Monsieur Foposi, c'est quand même grave ce que monsieur Mbachou dit ce matin. On a des femmes aujourd'hui qui sont assistantes de direction, secrétaires et qui vivent avec des hommes. Mais qui ressongent tous les jours bastonnés parce que le patron l'a appelé à 21h. Il est 21h. Elle n'est pas en train de dormir. Elle est peut-être en train de faire les devoirs avec les enfants. Le patron l'appelle et elle reçoit une bonne gifle. Parce que madame, chez moi, tu ne dois pas recevoir des appels à telle heure. D'où vient-il? Que tu t'es déjà débarbouillé, je me débarbouille. On est en pleine action et tu reçois un appel, tu quittes. Ah mais non, tu reviens que j'ai porté un pantalon jean. Votre mari est votre égal? Non, je suis désolée. Votre mari est votre égal? La femme n'a que de devoirs chez vous. Non, je dis votre mari est votre égal. Donc comme il décroche, vous devez décrocher, c'est ça? Elle dit qu'elle est monsieur Mathieu. Je dis vraiment que vous travaillez, je travaille. C'est pas comme s'il y a un travail qui est supérieur à l'autre. Le travail, c'est le travail. Vous voyez quand même qu'il réussit à se lever, à aller décocher le téléphone. Mais non, quand c'est coupé, c'est coupé. On ne reprend rien. C'est pas comme si mon corps était, je ne sais pas, un espace garé sur lequel vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça ressent des choses. Et pendant ce temps, lorsque vous êtes parti là, il sèche. Toutes les émotions, les sentiments qui étaient là, ça sèche et ça part. Les ça ne sentiments revient sèchent. plus. Et que tout ça sèche, monsieur Bachou. Toute la sensation et tout, même l'envie, ça sèche. Et quand tu reviens là, j'ai porté le pantalon jean. Il n'y a plus rien à faire. Tu dors, je dors. Ton travail est plus important, c'est bon. Il n'y a plus rien à faire. Mais le téléphone portable, il y a une vie après le téléphone, monsieur Foposi. Il y a une vie. Si tout le monde ne vit que de son téléphone portable, les gens vont faire les enfants comment? Si tout le monde ne vit que de son téléphone portable, les gens vont conduire comment?
Ok, que même au volant, ils décrochent, ils mettent à l'oreille, mon patron m'appelle. Il y a Bluetooth. Monsieur Bachou, même ça n'empêche pas que les gens fassent des accidents. Vous connaissez comme... Mais ils ont des enfants. Je dis, monsieur Bachou, même ça, même le Bluetooth là n'empêche pas que les gens fassent des accidents. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont reçu des appels à minuit? On a annoncé des choses, ils ont pris le volant, arrivé en route, ils ont fait l'accident, ils sont morts. Est-ce que vous savez ça? Raison pour laquelle vous voyez que certaines personnes disent que à telle heure j'éteins mon téléphone. À telle heure je mets mon téléphone sur mon avion. À telle heure je ne reçois pas d'appel. Pourquoi? Parce qu'il a été victime de quelque chose. Ce n'est pas pour rien que vous voyez les gens prendre des décisions dans leur vie. Ok, c'est le téléphone portable, c'est le téléphone fixe. Qu'est-ce qu'il y a la nuit à vous dire qu'on ne peut pas vous dire le matin à 6 heures? C'est la réunion de la sorcellerie. C'est le travail de la secte. Qu'est-ce qu'il y a à dire à minuit, professionnellement parlant, qu'on ne peut pas dire le matin à 6 heures? Vous n'avez pas compris la carrière. Dans ce genre de situation, M. Fopoussi, il y a une chose qu'il faut noter. Lorsque vous êtes en famille avec votre femme, dans ce genre de situation, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe. C'est le moment où elle a le pouvoir sur vous. Elle dit que c'est le moment où votre femme a le pouvoir sur vous. Même quand vous êtes en haut, je veux dire que c'est le moment où votre femme a le pouvoir sur vous. Pas comment? Donc, quand vous vous levez là, c'est bon. C'est parce que j'ai le pouvoir que je me suis levé. Non, et c'est parce que vous avez le pouvoir que vous êtes dormi comme ça. On ne continue rien. Et le téléphone continue, je peux aller terminer. Oui, oui, non, je dis bien ceci. Ça n'arrive qu'au monogame. Quand vous revenez, il n'y a plus rien. Plus rien ne se passe. Ok, cherchez autant de femmes que vous voulez. Et quand vous revenez, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que mon corps n'est pas une machine qu'il faut désactiver, réactiver. C'est moi qui décide de ce que je vais faire de mon corps à ce moment. Et dit, à ce moment-là, on ne continue plus rien. Karine, je vous envoie sur les dépêches à quelle heure? À minuit. Parce que je ne dors pas. Et pourquoi? Monsieur Fopoussi, parce que je ne dors pas. Parce que je suis une femme. Non, monsieur, vous ne pouvez pas tirer ça dans votre compte. Parce que je suis une femme, je reçois des messages. Je pouvais aussi être avec un homme, mais j'éteins mon téléphone. Non, mais vous recevez. Non, je reçois, parfois je réponds. Oui, et je réponds. Voilà. Ce n'est pas décrocher le téléphone, monsieur Fopoussi, vous ne dormez pas. Vous n'êtes pas sur une femme. Vous pouvez pas être sur une femme. Au même moment, vous manipulez le téléphone. Vraiment, je vais envoyer les messages. Non, je parle de vous. Vous, par contre. Je vous envoie les dépêches parfois à 2 heures. Et vous répondez. Et je réponds. Voilà, merci. C'est pour dire quoi? Parce que je ne suis sur personne. Les obligations. C'est les obligations professionnelles. Monsieur Fopoussi, la situation n'a rien à voir avec ce que vous dites là, monsieur Massou. Ce que vous dites, c'est clair et c'est net que vous ne pouvez rien faire avec une femme si vous êtes manipuler le téléphone. D'accord. Je dis bien, rien du tout. Ok, c'est compris. Écoutez, je veux juste qu'on s'entende sur certains points. Alors, Dominique Audrey, c'est à vous. Je continue là où Karine s'est arrêtée. Non seulement tu ne montes plus, mais tu ne le feras plus pendant au moins 1 mois. Si vous estimez que la polygamie ou bien avoir plusieurs femmes vous donne la possibilité d'aligner, d'instrumentaliser le corps, alors faites-le. Faites-le. Et c'est en ça qu'on comprend donc que cette histoire-là, c'est une mauvaise chose en soi. Laquelle? La polygamie. Vous ne pouvez pas entretenir ce genre de relation avec votre femme, vous vous arrêtez. D'abord, vous lui manquez de respect. Vous vous arrêtez qu'à cet espace. Parce que je commence là-bas, monsieur Mbachou. Je commence là-bas. Qu'on soit chef d'entreprise ou quoi, ne me dites pas que c'est 3 minutes pendant lesquelles vous n'allez pas répondre là, que l'entreprise va chuter. Parce qu'il faut être honnête, ça ne va pas plus loin. Femme, elle peut mourir pour les 3 minutes en question, c'est ça? Non, ça ne veut rien dire. Père Bombo. Le goût ne reviendra Père plus. Bombo. Le Le rapport sexuel, c'est un moment privilégié. C'est un moment privilégié où chacun donne ce qu'il a à l'autre. Donc il n'est pas question qu'à ce moment-là, moi je suis au bord de l'extase et vous descendez. Vous allez dire, ah oui, ok, fais sortir le conteneur. Non mais attendez, c'est en ça que vous rendez les femmes infidèles, avec ce genre de situation-là. Parce qu'elle va voir que je n'ai pas de valeur à ses yeux. Il ne respecte même pas ce moment où lui et moi, le seul moment où lui et moi, on peut être ensemble. Est-ce que vous savez que ça tue le désir? Parce que on a un homme qui rentre du travail, il est sur son téléphone, au moment de manger, il est sur son téléphone. Je n'aurais pas envie de le toucher parce que je sais quelle sera la suite. Dès qu'on va commencer, on va lui envoyer un message et il va courir, il va répondre. Et après, pour venir faire combien de temps après?
Moi, je suis d'accord avec vous, madame. Si vous pouvez partir de là, vous partez. Vous partez. Et les enfants, et ce alors? n'est pas 5 minutes. On a dit qu'il prend 5 minutes pour jouer. Le père, Et les enfants, alors? le père doit avoir un rôle dans la vie de ses enfants. À quel moment il éduque ses enfants s'il est tout le temps sur son téléphone? À quel moment? Non, pour les S'il a choisi, le père accompagne la il maman. n'accompagne La pas maman, à c'est quel le rôle de moment? la maman. Il accompagne à Mais quel il moment? accompagne au moment où il est sur vous. C'est au moment où il est sur vous que vous êtes en train d'éduquer les enfants. Ce que je dis, Vous parlez, vous posez un problème précis. Ce n'est pas ce moment-là que vous êtes en train d'éduquer les enfants. Là. quand il est sur sa femme, il est au téléphone. Au moment où il doit être avec ses enfants, il est au téléphone. À quel moment il éduque ses enfants? Quand il doit être sur Ce moi. que vous êtes en train de dire, c'est de dire aux téléspectateurs qui nous écoutent que de manière systématique, chaque fois que cette situation arrive, il est au Voilà. téléphone. C'est ça que vous êtes en train de dire. Mais c'est ce qu'elle nous a dit Non, dans ça, l'histoire. non, non. Son mari n'est pas là. Et De ne me- manière ne me demandez systématique, pas, chaque ne me- fois que c'est là où il est au téléphone. Mais quand Non, les deux Mais il a- enfants, elle les a accusés par viol, c'est ça hein? La science nous explique Ah bon, d'accord. qu'on n'a pas besoin forcément C'est terminé. d'avoir une éjaculation pour mettre enceinte une femme. Je suis désolée. Parce qu'il y a le liquide séminal qui s'écoule pendant la période d'excitation qui peut porter des spermatozoïdes. Donc, il peut commencer à faire ce qu'il a à faire. Il va décrocher son téléphone et sa femme elle est déjà Bref. tombée enceinte. Alors là, je vous dis- dis un grand coup de chapeau. Hein. Vraiment, je vous assure, vous avez réussi à me sortir de mon mal-être de ce matin. Vraiment, bravo, 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 bravo. On va lire quelques messages, Karine Sautier, avec évidemment les enseignements du docteur Dominique Audrey-Engelec ce matin. Allez-y rapidement. On va Le mari y aller. d'Amandine, qui Oui. est toujours au téléphone, n'est pas du tout sérieux. C'est un homme frivole. Qu'elle mette les points sur les i avec son mari en présence des deux familles Christian de Yaoundé et Sos. il y a quoi à régler là? Vraiment. Il y a quoi à régler là? Comment il s'appelle celui qui envoie le message? Ça, on Christian appelle les deux familles. des sauces. Ok. Ça, c'est un manque de respect total. Quel exemple devant les enfants. Et en plus, moi, je dis qu'il est obsédé à son portable. C'est pas bon. Ou il a une double vie. Les enfants c'est sont plus dans la ça. chambre quand papa et maman Mais dorment, une hein. femme qui n'est pas satisfaite sexuellement est nerveuse. Un Elle est autre nerveuse. message, ça se Nathalie. sent. C'est un centre d'intérêt pour vous, hein? Oui. Vraiment. Le monde tourne autour de ça. Ok. Bon, moi, je remarque juste ça. Je suis Et totalement... ça me surprend. Un autre message aujourd'hui. Si tu veux trop regarder ou écouter ce que l'homme fait avec le téléphone, tu vas avoir l'AVC. Cet homme est embêté avec cette histoire du téléphone. On va dire que ma femme m'a trompé et puis quoi encore, osé depuis village. Oui, très bien. Non, mais moi, ce qui me gêne, en fait, moi, ce qui me gêne avec l'histoire de ce matin et avec cette femme, c'est que je trouve qu'elle se plaint pour des choses qui sont... Pas qu'elle n'a pas de problème, mais je veux dire qu'elle n'en fasse pas la fin du monde. Il y a de nombreuses femmes actuellement qui se plaignent parce que le mari a perdu son boulot, il n'arrive pas à gérer les factures à la maison. Là, c'est des vrais problèmes. Parce que l'enfant est malade, il n'y a pas l'argent pour soigner l'enfant, parce que le mari est c'est parce quoi que le mari les est critères d'un bon indigent. problème? Non, c'est pour vous dire Chacun ça. a ses Le problèmes. téléphone, Non, maman, non, lui-même non. est un bureau déjà. Oui. Il y a des gens qui font les ventes en ligne. Il y a des gens qui négocient les contrats en ligne. Et c'est à ce Ça veut moment dire que que vous Il y a faites des les gens, ventes. mais attendez, Prochainement, à l'heure si on dort aux Voilà. États-Unis, à l'heure si on dort aux États-Unis, Oui. lorsqu'il est 2h ici, je crois qu'il est avec 13h ou les 17h, 18h, Oui. mais si un partenaire des États-Unis ou au Canada vous appelle et qu'il est 2h ici, je vous l'empêcher. Mais Pareil il peut pour ta rappeler, femme. non? Est-ce qu'il ne peut pas Vous empêchez rappeler? de régler Pareil votre pour la affaire. femme. Il peut pas rappeler. Maintenant, il faut un peu arrêter ça. Vous ne pouvez pas Il rappeler. faut un peu arrêter ça. Même Il si faut- c'est il faut- une heure il y a après. des décalages horaires. Il y a tellement de choses. Respectez Il y a le des gens, table. nous avons le Ça fait e-commerce. un peu de Nous devoir. avons des gens qui vendent tellement de choses. Vous avez des gens qui ont leur pas le bureau, seul. qui font. Non, mais comment? Il n'est pas le seul. On rappelle. de faire. Ce n'est pas Il y de a des manière femmes qui systématique. on Ce n'est pas rappelle, de hein, manière mieux que systématique. lui. Non, mais c'est moi qui Ne raconte donnez pas- l'histoire. ne donnez pas une Merci. action ponctuelle pour en Il y a faire des un femmes truc, qui madame. C'est moi qui raconte l'histoire, n'arrive monsieur pas à Bachou. ça. Monsieur Bachou et Karine, s'il vous plaît. Alors, madame, monsieur, restez avec nous parce qu'on va faire tout de suite la colère avec Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question des journées baptisées journée citoyenne
de propreté au Cameroun. On les a baptisés en abrégé JCP. À quoi servent les journées citoyennes de propreté dans ce pays? Peut-on dire que ces journées ont atteint leurs objectifs, à savoir l'évacuation de tous les déchets qui obstruent les drains, l'enlèvement de toutes les épaves de voitures et autres objets abandonnés sur la voie publique, le balayage et le ramassage des mottes de terre, des tas de sable, de pierre ou des métaux ferreux et non ferreux qui traînent aux abords ou sur les chaussées, le nettoyage des alentours des concessions, le rafraîchissement des façades des constructions et des clôtures donnant sur les voies publiques. Vraiment, est-ce que cela a été respecté un seul jour depuis sa mise en place en 2006, quelques semaines seulement après la nomination de Tonnerre Fritz comme délégué du gouvernement? Comment comprendre qu'une telle décision ait été arrêtée sans consultation? Une telle thérapie, comme il avait appelé, avec l'application des médicaments à dose homéopathique. En décidant du sort des commerçants, ont-ils seulement pensé que tout le monde n'est pas commerçant dans ce pays? Savent-ils seulement qu'il y a de petits sauveteurs qui vivent au jour le jour? Savent-ils qu'il y a des activités qui ne prospèrent qu'entre 7h et 10h? Comment comprendre que tous les petits commerces sont fermés un jour de la semaine dans la matinée pour une soi-disant propreté et que personne ne se livre à une action de propreté? Comment comprendre le fait pour certains commerçants de voir littéralement leur commerce scellé pour non-respect? C'est jeudi aujourd'hui, à Douala 5e, rien ne bouge. Vous faites un tour, tout est fermé, chacun attend 9 heures. Comment comprendre que les commerçants sanctionnés sont obligés de payer une amende de 25 000 francs CFA pour pouvoir ouvrir les boutiques? Dites-moi où cet argent est-il versé, comment et quels sont les types de reçus délivrés. Comment comprendre cette mesure qui 4 fois le mois conduit pratiquement à une demi-journée fériée pendant que dans le monde entier, les gens travaillent pratiquement 7 jours sur 7. Vraiment, qui a eu cette idée folle de pouvoir tout bloquer alors qu'on sait qu'il y a des services d'hygiène dont le rôle est de travailler pour cela. Douala 1er, le mercredi de 6h à 9h. Dans la Damawa, du jeudi de 7h30 à 10h dans les villes, quartiers et marchés de la région. Yaoundé, tous les jeudis de 7h à 11h, en bloc, tout le monde doit travailler. Comment comprendre cette dichotomie qui existerait du fait que pendant que le petit boutiquier du quartier ne peut vendre ni le lait, ni sucre, ni pain, pendant ce temps, une grosse boulangerie peut le faire sous le regard complice des autorités? Combien de Camerounais auront le pouvoir d'aller à la boulangerie qui se situe à 200 ou 300 francs du quartier? Pourtant, on pouvait permettre aux cafétérias et aux boutiques d'ouvrir pour permettre aux enfants d'aller à l'école. S'il vous plaît, dites-moi, le chiffre d'affaires perdu en matinée peut-il se récupérer dans l'après-midi? Savez-vous que dans un pays ruiné par un renouveau et ses fonctionnaires, fermer les petits commerces dans les principales villes du pays 22 jours par an en moyenne est non seulement une aberration économique, mais carrément une folie? Savez-vous que la gestion de l'hygiène, de la salubrité et plus généralement de la propreté d'une ville ou d'un arrondissement relève de la responsabilité et la compétence des collectivités locales décentralisées et que les entreprises à cet égard apportent déjà une contribution significative par le paiement des impôts et taxes? Tout calcul fait, les pertes financières peuvent être estimées à 1 million de francs CFA pour des entreprises qui font des chiffres d'affaires de 40 millions de francs CFA par semaine et des milliards de francs CFA par mois pour l'ensemble des entreprises basées à Douala 1er, Douala 5e jusqu'à Douala 6e. Tout calcul fait, en termes de temps,
Cela fait 5 heures par semaine, dont environ 3h30 de période ouvrable. Ceci revient à 182 heures ouvrables par an, équivalent à 4,55 semaines de travail à 40 heures la semaine. Vraiment, il serait temps qu'on repense cela lorsqu'on sait qu'à cette heure, tous ont les boutiques fermées, tous sont debout à côté des boutiques, attendant que 9 heures sonnent pour ouvrir. Finalement, qui balaie quoi? Qui cure quelle qualité de drain? Qui enlève quelle qualité d'ordure? Qui rafraîchit les murs de sa barrière? Si c'est le JCP. La question des JCP au centre de notre réflexion ce matin, Charles Hamel. Nous allons passer donc au crible, comme vous avez commencé à le faire, ces JCP. Il y a beaucoup de choses qui se disent autour de ces journées de propreté. Je rappelle que vous êtes dans une dynamique qui est tout à fait compréhensible de dire que ça ne sert à rien, parce que rien n'est fait. D'ailleurs, il y a beaucoup qui ne vont même pas dans leur boutique, qui ce jour-là souffrent des grasses matinées simplement et choisissent ce jour-là comme jour de bombance généralement. Hein. Je le dis parce que je connais beaucoup de commerçants, beaucoup de commerçants qui font ça. Donc, il faut le dire. Il faut également remarquer que c'est un manque à gagner pour notre économie. Vous l'avez justement évoqué. On n'a pas bien compris. Donc, on voit très bien que l'objectif, si au départ, il est louable de vouloir faire en sorte que les gens nettoient leur environnement, c'est louable, c'est appelé à ce qu'on appelait à l'époque les journées d'investissement, c'est louable, voilà. Mais sauf que après, est-ce que les gens respectent ça? Et est-ce que après il y a cette propreté-là? Malheureusement, vous faites le constat que c'est non. Donc, Boro Bengan, on est sur cet entre-deux, on est sur cette réflexion qu'il faut avoir sur cette question. Comment vous l'abordez? Non, c'est un exemple patent de la dégradation des valeurs morales de la République. Lorsque je dis dégradation des valeurs morales, parce que la République, un pays, est orienté par sa devise paix, travail, patrie. Pour le cas de la colère de Charles Hamel, ça correspond à ce qu'on appelle le travail. Et vous avez bien fait de le relever qu'il existait dans ce pays les journées nationales d'investissement humain, que tout le monde s'impliquait. Parce que ça avait une orientation où on disait aux citoyens, selon l'expression du corps médical, par exemple, mieux prévenir vaut mieux que guérir. Donc la propreté, c'est le premier remède à la maladie, pour la prévention. C'était d'abord la première. Deuxième orientation, c'était d'amener les citoyens au travail de la terre. Donc la propreté, c'était tout le monde, même les entreprises. Et même à l'hôpital, c'était vraiment une journée nationale d'investissement humain. Ce qui est arrivé, c'est une mauvaise photocopie de ce qui se faisait avant. Et on a pensé qu'on allait libéraliser et que chacun pouvait, alors que le mot même travail ou investissement humain n'a plus de sens. Cela s'accompagnait également parce qu'en dehors de cette journée d'investissement humain qui était inculquée à tous les habitants, c'est-à-dire citoyens camerounais et étrangers qui habitent au pays, il y avait à l'approche de chaque fête de la jeunesse, de chaque fête nationale, parce qu'à l'époque, il y avait le 1er octobre d'abord et on fêtait le 1er janvier et le 1er octobre. Parce que nous, on n'avait pas encore le 20 mai. On avait le 1er janvier et le 1er octobre. Après, il y a eu le 11 février à partir de 66. Et après, quand le 20 mai 72 est arrivé, ça a continué comme ça. Donc, c'était un élan vers cela où même les enfants de ce qu'on avait appelé les bobos de l'école savaient qu'à l'école, chacun peut prendre la houe, peut prendre la machette pour défricher, pour avoir un champ solaire. Maintenant, lorsqu'on limite cela dans le champ purement politique, parce que c'est cela qu'il s'agit, où on veut contraindre des commerçants sans une éducation, alors sans un rappel à ce qui s'est passé, vous vous rendez compte que vous fermez sans concertation, aucune. Or, les commerçants, là, c'est à peu près comme l'histoire du jour tout à l'heure. Vous ne vous rendez pas compte, c'est eux qui payent les impôts. Est-ce qu'ils ont des commandes à ces jours? Est-ce qu'ils se sont entendus
pour une journée pour dire que non, est-ce que tel jour on n'aura pas si à livrer, assis, et donc la conséquence c'est que tout le monde reste à la maison, il n'y a même pas la propriété, l'investissement humain qu'on doit faire dans son environnement. On reste, on attend 11 heures pour venir ouvrir sa boutique et c'est donc c'est une photocopie mal sortie de la machine. Dominique Audrey, la tentation pour ceux qui nous regardent au-delà de ce que vous avez donc évoqué, la fibre patriotique, cette envie-là de faire des choses par patriotisme ne doit pas nous éloigner des missions de nos communes et de l'État. Nous payons bien les impôts pour que ces impôts-là servent à quelque chose. Donc, à un moment donné, le dire n'est pas être antipatriotique. Le dire est juste faire comprendre aux gens que, oui, malgré que nous ayons, nous aussi, notre part à jouer, mais il faut dire qu'il y a un responsable qui reçoit, qui perçoit les impôts pour faire que le Cameroun soit propre, que nos rues soient balayées, qu'il n'y ait pas d'ordures et des déchets sur la voie publique. Donc, il y a une autorité qui est chargée de faire ça. Dominique. Oui, mais malheureusement, on convient tous que cette autorité démissionne. Oui. Si vous ne payez pas justement ces impôts-là, on va venir fermer votre boutique. Mais on ne devrait, donc, tous les jours je le dis, on ne devrait justement plus les attendre. C'est quand même, à un moment, on tape sur les doigts des autres, mais comment est-ce que les gens peuvent vendre dans un environnement où il y a la poubelle à côté? Ça démontre juste un manque d'amour pour soi aussi. C'est comme ces personnes qui versent la poubelle n'importe où. Vous voyez un bac à ordures, mais les gens versent la saleté à côté. Les commerçants, généralement, ne respectent pas ces journées. Parce que moi, j'ai vécu dans un quartier où, peu importe, nous, on allait, on achetait ce qu'on avait acheté dans les boutiques parce que ce n'était pas fermé. C'était juste entrouvert. Vous arrivez, vous commandez ce que vous avez à commander à côté de ceux qui faisaient les grasses matinées. Les citoyens doivent prendre conscience. Je crois qu'il y a une taxe sur l'hygiène aussi. Oui. Une taxe sur l'hygiène. La mairie prélève. Quand même, en plus des impôts et autres là, ça fait beaucoup. D'accord. Mais les citoyens, quand même, ils doivent, on ne peut ne pas leur demander de fermer. Je crois qu'on peut les laisser ouvrir, mais en leur disant qu'aujourd'hui, nettoyer, parce qu'ils voient qu'ils ont plus à perdre. Et aussi, toutes les personnes que moi j'ai vu nettoyer, elles nettoient en tasse devant leur boutique. Qui va donc venir ramasser? Donc vous décrivez là une forme d'inefficacité et ça ça transparaît dans vos propos ce matin, Dominique Audrey. Donc il y a ça, comme j'ai dit, c'est l'entre-deux. Après, vous savez, si on a un discours, si on commence à dire, bon écoutez, ça ne sert à rien, on n'a pas le devoir de faire ça parce que l'État normalement prélève des taxes et des impôts pour s'occuper de ça, on pourrait nous taxer d'antipatriotes, mais sauf que après, l'État doit également jouer son rôle. On a quand même des structures au sein de nos mairies, au sein des communautés urbaines qui sont habilitées à rendre la ville propre. Et il y a une dimension économique que Chalabel a relevée qui, moi, me semble très importante. Quand on comptabilise en termes d'années sur une année, ces jours-là, ces jours off, disons ça comme ça, c'est un manque à gagner terrible, en plus de nombreux fériés, parce que le Cameroun aussi brille par trop de fériés. On se demande, mais quand est-ce qu'on travaille vraiment dans ce pays? Parce que toute situation, toute fête, être sujette à dire aux gens de rester chez eux. Donc ça pose un réel problème, alors qu'on suppose que nous ne sommes pas assez travailleurs. Je rappelle que dans des pays comme la Chine, les gars travaillent là 24 heures sur 24. Ils font des services d'écart. Vous terminez à 18h, une équipe reprend là pour finir le matin, ainsi de suite. Donc le pays est en permanence en train de travailler. Le Cameroun n'est pas encore à ce niveau-là, malheureusement. On voit que des pays qui ont fait le choix de travailler de manière claire sont très avancés. Je souriais lorsque je regardais hier une comparaison entre Singapour et le Cameroun et comment Singapour a réussi à se relever rapidement. C'est astronomique ce qu'ils ont fait là-bas. Quand vous regardez Singapour aujourd'hui, voilà, connaissant où ils étaient il y a 60 ans, on se pose bien des questions. Donc c'est important, Chalabel, de tirer, comme vous le faites ce matin à Boulet Rouge, sur ces JCP-là, pour que ceux qui nous regardent, ceux qui nous gouvernent, voient dans quelle mesure on puisse faire des réformes par rapport à cette situation. On va continuer à nourrir les échanges sur cette question dans un court instant. Madame, Monsieur, ne bougez pas d'un seul pouce. Restez avec nous.
Retour sur ce plateau du 10-12, le Zénith, Madame, Messieurs, jeudi 31 octobre 2019, le dernier jour de ce mois d'octobre, puisque demain, on va commencer le mois de novembre et on va surtout scruter le palais des Verts de Ngouaikele et au Sénat pour voir ce qui va se passer avec nos députés et nos sénateurs sur tous les sujets d'actualité qui font bouger le Cameroun, les Camerounais qui sont à l'attente de décisions fortes et d'actions fortes pour améliorer leur quotidien. Les Camerounais qui ont le moral très bas malheureusement, et ça a un impact également sur le plan économique. Vous savez que l'économie tient beaucoup du moral des consommateurs. Quand les consommateurs ont un moral aussi bas, les consommateurs ont la peine à consommer justement. Donc c'est important de régler ces problèmes des Camerounais qui sont crispés, on le voit, avec la violence des propos dans nos rues, dans les taxis, dans les rues du Cameroun. Alors bon, Barbara Obengan, Monsieur Batoucha Lamel, tout à l'heure nous évoquions cette question des JCP. Vous avez commencé par nous dire clairement les inconvénients de cela. Alors, il faut dire, Monsieur Eric Fopoussi, que le Cameroun souffre de 3 problèmes. Le premier problème, c'est le mauvais diagnostic. On diagnostique mal nos problèmes. Vous prenez la crise anglophone, vous prenez la situation des inondations à l'extrême nord, vous prenez la situation du glissement de terrain, c'est de mauvais diagnostics. Un mauvais diagnostic qui entraîne le mauvais traitement. On a 200 millions donnés, on a 1 milliard qui a été donné à l'extrême nord, on a préparation des concours pour pouvoir insérer les jeunes du sud dans de l'armée et tout et comme ça pour pouvoir parler à un type de problème. Voilà le mauvais traitement qu'on est en train de préparer, ce qui entraîne ce qu'on appelle une mort subite. Nous sommes donc à la dernière phase, la mort subite. Si vous faites un tour par Tonnerre, monsieur Eric Fopoussi, le carrefour Tonnerre, vous allez vous rendre compte que les populations versent désormais les ordures sur la chaussée. Carrefour Tonnerre à Bépanda, à l'heure où je vous parle, les ordures sont sur la chaussée. Vous êtes sans ignorer que les ordures, pour les jeter sur l'asphalte, ça chauffe. Et lorsque ça chauffe, ça boue, ça fait fondre, ça dégrade le bitume, ça dégrade l'environnement. Donc, allez voir ce qui va se passer d'ici à là. Est-ce que les populations ont suffisamment été éduquées à la notion de bac à ordures? Je vous dis non, parce qu'il y a des endroits où ça n'existe littéralement pas. Est-ce que les populations ont été éduquées au principe d'entassement? Dans certaines villes, on coule un endroit avec du ciment, on vous dit jetez les ordures ici, si le bac n'est pas là, on viendra ramasser. Est-ce que ça existe, des endroits aménagés? Non. Lorsque vous allez à l'Est Cameroun, que vous soyez du côté de Mbang, que vous soyez à Bombang, que vous soyez à Ayos, Bonis, Kenzu, Barbez 1 ou Barbez 2, ou Angosas, M. Eric Fopoussi, là-bas, on creuse des gros trous. Des gros trous là où on évacue les ordures ménagères. Lorsque c'est plein, on referme, on recreuse un autre trou. Il y a ce principe. Donc vous n'allez pas dire qu'on n'a pas éduqué. Non, c'est dans les gènes. C'est dans les gènes des Africains d'être propres. On n'avait pas ce souci à une certaine époque. Parcourir tous les jours, vous ne voyez pas ces monticules de déchets. Oui, Bobo a dit à l'entame de l'émission qu'il faut vivre avec son temps. Mais le temps voudrait que je paye les impôts. Le temps voudrait que je paye ma taxe, ce que vous appelez taxe sur l'hygiène. Mais d'où vient-il? Le temps voudrait que même dans les marchés, les commerçants cotisent pour que les vigiles, les jeunes gars qui sillonnent, les porteurs, ramassent les ordures. Faites un tour dans près des poissonneries. Faites un tour près des boucheries. Faites un tour en vendant les légumes. Vous allez vous rendre compte que les mamans qui vendent les légumes, avant d'exposer, balaient d'abord le sol. D'où vient-il encore qu'on nous oblige de fermer le marché? Vous êtes sans ignorer que le secteur légumes, les légumes ne sortent qu'entre 6h et 9h. Après 10h, ça commence à faner. Plus personne ne vous achètera vos légumes. Vous le savez. Le secteur des fruits, c'est pareil. Donc, on vient à dire qu'il faut fermer, il faut faire ci, il faut faire ça. Vous avez des gens qui veillent, qui viennent sceller des boutiques, qui viennent ramasser les produits de ces mamans qui payent, qui casquent suffisamment. Donc, j'estime que c'était loupé, c'était un mauvais diagnostic. Faites le tour à Bépanda à l'heure actuelle. Bon, ça, je dis, il est à 10h, c'est déjà 11h, c'est déjà ouvert. Mais le matin, vous voyez toutes les boutiques fermées.
Les rigoles sont saturées. Vous discutez avec des commerçants ou des habitants, ils vont vous dire, on a raclé, nettoyé les rigoles pendant une semaine. On a mis là. Quand il a plu, c'est encore rentré. Personne n'est venu ramasser. Pourquoi on ne ramasse pas? C'est le ressort de Isakam, sans publicité, de venir ramasser. Isakam vous dit que non, ce n'est pas nous. On n'est pas censé ramasser la boue, le sable, pour charger là-bas. Ah, c'est qui? C'est la communauté urbaine. La communauté urbaine dit non, c'est la mairie, parce que les mairies ont des tricycles pour pouvoir ramasser. Voyez jusqu'où on joue avec la fibre. C'est là où les gars disent que, d'accord, ça ne nous sert à rien. On ferme, on reste tranquillement chez nous, on profite d'une glace matinée, mais une glace matinée qui a un coût économique, monsieur Lifopoussi. Il y a plein d'entreprises à Aqua qui le mercredi perdent. Parce que le matin, l'esprit est prêt à discuter, prêt à négocier. À partir de 10h, vraiment c'est une journée déjà morte, parce qu'on a ouvert à 10h, d'autres viennent à 11h, d'autres viennent à 12h. En après-midi, est-ce que vous pouvez faire le chiffre d'affaires que vous faites d'habitude le matin? Donc je pense qu'il faudrait revoir cela. L'autre objectif, c'était rafraîchir toutes les devantures des maisons. À l'époque d'Aïdio, M. Eric Fopoussi, à l'approche des fêtes de fin d'année, c'était systématiquement obligatoire pour tous ceux qui étaient aux abords de route de repeindre leur maison, de repeindre le portail. On ne demandait pas votre avis, c'était connu de tous. Allez à Aquanor, qui est le fief de Tonnet lui-même, allez à Aquanor, regardez toutes les concessions qui sont aux abords. Est-ce qu'on pense à rafraîchir et ne serait-ce qu'à aménager pour ne pas prendre le cas de Bipanda, pour ne pas prendre le cas de Colmitak, pour ne pas prendre le cas de, on va dire, Commandant ou encore Ange Raphaël, vous allez vous rendre compte que c'est un laisser-aller. Un laisser-aller, pourquoi? Parce que personne n'a compris là où on voulait nous amener. En tout cas, on revient toujours au même point, hein, l'assainissement de nos villes, l'urbanisation. Il y a beaucoup d'urbanistes qui ont des idées. D'ailleurs, j'ajoutais ce matin avec l'un d'eux qui m'expliquait que lorsqu'une ville est bien pensée, il y a un type de problème qu'on ne connaît pas. Et le Cameroun, malheureusement, est dans l'improvisation de nos villes. On a construit en désordre et on se retrouve finalement bloqué au cou parce que rien ne peut se faire de manière claire. Il n'y a pas un circuit qui a été prédéfini pour que l'acheminement de ces ordures-là se fasse de manière ordonnée et qu'on sache que tel point sert à tel autre point. Malheureusement, c'est ça, Chalamel. Nous sommes en clair dans la navigation à vue. Chaque fois, on le dit ici, navigation à vue, on croit que nous sommes dans une mauvaise foi, mais c'est réel dans tous les plans. Vous avez dit, Bipanda Tonnerre, que ceux qui croient que ce que l'on dit là, c'est juste une vue de l'esprit, c'est vérifiable et c'est vérifié. Allez-y vérifier à l'instant présent, vous verrez que ce qu'on dit est vrai et juste. Karine, dites un mot là-dessus vous aussi. Ils sont très nombreux à assister à des conférences écologiques, à rentrer avec de gros rapports, à faire des grosses conférences ici pour nous dire ce qu'on a dit là-bas et à nous dire qu'on a récolté tel nombre de millions pour tel travail et après on ne fait pas. Je me rappelle que c'était en 2011 lorsque le docteur Fritz Tonnet nous parlait de Douala Ville Durable et je pense que peut-être que c'était ça, Douala Ville Durable, monsieur Mbachou. C'est-à-dire, vous-même, vous nettoyez vos devantures de boutique, vous-même, vous rapassez les ordures, vous partez laisser à, je sais pas où on déverse. À la décharge. Peut-être que c'était de ça qu'il s'agit, parce qu'aujourd'hui, même quand vous nettoyez au marché, par exemple, lorsque vous passez au marché des Ido, le matin du mercredi, où toutes les boutiques sont fermées, personne n'est en train de vendre, les commerçants sont en train de nettoyer, et après, ils ont un endroit où ils entassent les déchets là-bas. Ces déchets-là peuvent faire même une semaine, monsieur Fopoussi. Et sans compter que pendant ces déchets-là, il y a les déchets de commercialisation de chaque jour qu'on vient déposer là-bas. Maïs, légumes et autres là-bas. Imaginez ce que ça fait pour les populations qui habitent juste autour. C'est comme si c'est une volonté quand même manifeste de rendre la ville polluée. Parce que on vous dit que les gens sont censés nettoyer leurs devantures tous les jours, mais ce sont ces personnes qui sont censées nettoyer qui donnent encore les taxes d'hygiène. Les taxes d'hygiène, c'est pour qui? C'est pourquoi? Et c'est pour faire plaisir à qui au final? Parce que quand vous ne payez pas, on vous scelle. Et généralement, lorsque ces personnes-là, lorsque vous avez une boutique entrouverte et que les contrôleurs la passent, ils ont une dent contre vous, ils ferment la boutique, vous courez derrière lui dans tout le quartier pour lui donner peut-être 10 000, 5 000 francs pour qu'il vienne réouvrir votre boutique. Et donc, c'est comme ils auraient pris ça d'une manière différente que ce qu'on nous présente. Parce que naturellement, normalement, il revient à nous de demander
aux autorités de nous accompagner dans la propreté de notre environnement. C'est pour cela que vous voyez que dans certains quartiers, il y a l'association des jeunes qui décide peut-être le samedi matin de nettoyer. Donc, normalement... On ne les avait pas attendus pour faire ça. Voilà, on n'avait pas attendu l'autorité pour faire ça, on n'avait pas attendu le docteur Fritz pour faire ça. Les quartiers avaient décidé ça depuis. Mais depuis qu'on a dit journée citoyenne de propreté, même ces quartiers ne font plus ça. Parce qu'on attend la citoyenneté de la propreté. Ouais. Donc, il faut avouer quand même que les Camerounais, dans un pays comme celui-ci, les Camerounais sont assez remuants hein, en la matière. Il faut dire que dans les quartiers, lorsqu'il y a un trou, les gens s'affairent à aller le remplir. À faire des rigoles. À faire des rigoles, voilà, des investissements humains sont faits. On va un peu, Moi, on va défricher, on va défricher où il y a un peu de forêt. Moi, j'étais président de l'association des jeunes, monsieur Eric Fopoussi, et c'était notre travail. Oui. Tous les week-ends, on aménageait les rigoles, on agrandissait les rigoles, on nettoyait le sable. Parfois, il arrivait qu'on sorte un peu de sable, on vendait, ça permettait de pouvoir prendre le petit déjeuner le matin avec tous les différents. À la fin, c'était devenu une affaire où tous les parents même s'y mettaient, les parents du quartier s'y mettaient pour nous accompagner dans l'ensemble des actions. Le quartier était propre. À des moments, c'était des rues. On décidait de prendre toute une rue. Tout le monde sortait, on défrichait, on nettoyait. Lorsqu'on apprenait qu'il y avait des serpents, des rats et tout, il fallait défricher. Mais j'estime qu'aujourd'hui, nous sommes quand même dans une ville comme Douala, où les collectivités sont là pour nous accompagner. Les communes sont là pour nous accompagner. En aucun moment, rare, sauf peut-être à Douala 3e, où j'ai vu tout le temps, à Douala 3e, le maire descendre parfois sur le terrain pour faire le travail. Mais dans notre commune, oui, avec les bottes et tout ça, j'ai vu peut-être Douala 3e. Mais ailleurs, je ne vois pas les maires, même à Douala 1er. Je n'ai pas. Non, je le dis. Il ne faut pas dire ça quand même. Monsieur aussi, je le dis, je peux me tromper, mais je dis ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, ce qu'on voit faire. Dites ça, mais dites pas qu'ailleurs il n'y a pas. Non, je n'ai pas. Peut-être ailleurs ils ont fait, vous n'êtes pas présent, vous n'avez pas vu. Je veux dire que je n'ai pas été présent. C'est les médias, c'est la toile, c'est les réseaux sociaux qui parlent en présentant que voilà X qui descend sur le 13. Nous ne sommes même pas pendant la période de, comment vous appelez ça, électorale, c'est pas par la période électorale. On a besoin. On a vu le maire de Douala 5e rembler les rues. On a besoin, monsieur, il faut à un moment que les maires enlèvent leur veste, descendent dans les quartiers, bloc par bloc, chefferie par chefferie, dire écoutez, je souhaiterais aujourd'hui que vous mettiez un peu plus. Donc les maires doivent être eux aussi citoyens. Voilà, absolument. Ce qu'on demande aux Camerounais, on doit se l'imposer soi-même. Alors, j'aimerais juste faire une petite remarque. Vous savez, le boulevard, le prolongement du boulevard de la République, qui va à Bonamoussadi, entre Bonabassem et Sable. Alors, vous savez que là-bas, le terre-plein n'a pas été fait comme il a été fait. Et actuellement, il y a une broussaille sur le terre-plein et les riverains ont tout fait de surnommer cet endroit-là les herbes de Tonnet. Je ne sais pas pourquoi ils disent ça, mais sauf que si vous vérifiez le terre-plein, allez-y vérifier, hein, le terre-plein au niveau juste au niveau de Bonabo en descendant pour sortir. Je prends là-bas cet exemple-là. Puisque c'est nouveau. On vient de construire, c'est pas encore livré, mais c'est déjà une brousse. Le terre-plein là-bas est une broussaille et les gens ont surnommé ce terre-plein-là les herbes de Tonnet. Donc il faut qu'on aille voir ça, on voit dans quelle mesure, parce que bientôt ça va devenir un sentier infranchissable. Donc avant que ce ne soit tard, parce que les herbes risquent de prendre toute la route. Donc attention il faut rapidement régler ce problème. Même le drain qui avait été entamé, où on avait cassé des maisons, le drain qui avait été entamé a abandonné, les machines qui travaillaient ont disparu. Donc au niveau du prolongement nord du boulevard de la République, il faut rapidement, du moins au niveau de où il y a les, comment on appelle ça, Charles Amel, où il y a la rue en pavé, les pavés, où il y a les pavés. Donc c'est plus grave là-bas, où il y a les pavés, c'est très grave là-bas. La situation est critique. Alors, on va s'arrêter là pour cette journée citoyenne de propreté, en espérant que ceux qui nous dirigent nous montrent aussi un peu de citoyenneté. En tout cas, l'exemple doit commencer par le haut et imprimer dans l'esprit des Camerounais cet amour-là du pays et de pouvoir porter son pays haut. Je pense aussi que les Camerounais doivent aussi, à un moment donné, suivre l'exemple, parce que lorsque un responsable brille par des actes d'incivisme,
tourisme, vous voyez des gens qui sont dans les grosses voitures, c'est eux qui balancent les épluchis de bananes, les nylons d'arachide partout, c'est eux qui font tout ça là. Ce n'est pas un exemple pour le petit peuple. Comment ce petit peuple qui observe ça, comment il doit réagir suite à ça? Si les grands de ce pays agissent comme ça. Le code du principe voudrait que désormais que certains médias ouvrent comment on va appeler cette fenêtre pour dire ce matin le véhicule numéro tant, le LT00 tant BA a jeté, le chauffeur côté passager a jeté les saletés de son véhicule et qu'on filme. Je crois que les gens, en suivant leur immatriculation avec des images, ça va faire changer beaucoup. Vraiment, ça va faire changer beaucoup de personnes. Parce qu'il y a des gens même qui transportent les saletés de la maison. Lorsqu'ils arrivent, ils balancent ça sur la voie publique. Mais non, sérieux? Si, monsieur, il faut pousser dans les nylons noirs. Dans des nylons noirs, sur le boulevard de la République. Le gars calcule, quand il veut traverser entre deux carrefours, vous en avez bien, il jette. Et continue la Merci, monsieur Machou. Alors, Karine, on va tout de suite avec vous faire la revue des réseaux sociaux. Nous lirons les messages un peu plus tard, c'est promis, dans l'émission. Allez-y, allons-y maintenant. Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, aujourd'hui, on a 3 sujets. Le premier, c'est la route coupée entre Sambilima et Djoum. Le trafic est rétabli depuis hier soir. La rupture a eu lieu au niveau de la déviation de l'axe principal étant en construction. On a vu les images sur les réseaux sociaux de cette route coupée. Beaucoup de personnes se posent des questions. Pourquoi les routes se coupent-elles au Cameroun? Pourquoi les terrains? Pourquoi ces problèmes émanant de la nature, encore de l'environnement? Qu'est-ce que ça présage? On a des traditionnalistes sur ce plateau. D'accord. Alors moi, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'image du conteneur qu'on a mis. Je ne suis pas technicien. Le conteneur coupé des deux côtés. Juste qu'on a mis un conteneur et on a mis les billes de bois, on a mis les billes de bois en haut, mais sauf que le conteneur a commencé un peu à se plier, a commencé à se plier de côté. Alors moi je ne sais pas. Bon, c'est vrai que c'est une déviation et que c'est provisoire. Vous regardez comment c'est un peu penché le conteneur. Donc vraiment, la charge est trop forte. Comment ça fait semble-t-il. Monsieur Eric Fopousi, c'est la rue des Grumiers. C'est la route des Grumiers. Oui. Ne tournons pas. Là-bas, tout cet axe, là où on sort le bois de Cameroun. Ne tournons pas autour du pot. Ne tournons pas autour du pot. C'est la route des Grumiers. Et des Grumiers hyper chargés qui passent de ce côté. Alors, bon, Chalamel, quand même, c'est terrible parce que cette déviation-là a été faite parce que l'axe qui va de Djoum à Sambilima est en chantier. Depuis pratiquement 8 ans. Donc, cette déviation, normalement, si on avait respecté le calendrier, ne devait plus être utilisée aujourd'hui. En réalité. Elle ne devait plus être, non seulement être utilisée, parce que le chantier de Sambilima Djoum, c'est depuis 8 ans. C'est depuis des années, monsieur Fopousi, que ce chantier dure. À des moments, ça s'arrête. Là, on sent qu'il y a un mouvement dans le sud. On reprend encore un peu. Après, ça s'arrête. On va dire que c'est la mauvaise foi, mais c'est la réalité. Parce que j'ai une personne qui sort de là, il n'y a pas de quelques semaines. Vous savez que c'est la région de l'homme-lion. C'est là où les chasseurs se transforment en lions. Donc, si on vous parle de Djoum, les cantons, Yassaman et tout, c'est dans cette zone. Bien sûr. Pour faire ce type de route, il y a ce qu'on appelle la déviation. Ça veut dire qu'il n'y a pas soit la digue qu'on avait fait, la déviation qu'on avait fait pour orienter l'eau à lâcher. Si cette digue donc a lâché, monsieur Fopousi, on comprend aisément comment l'eau est venue retrouver le lieu où on était en train d'aménager ce petit ponceau et a coupé la route. Donc, c'est dire que le travail a été une fois encore bâclé et c'est fait à la va-vite pour éviter que les yeux ne s'ouvrent et qu'on ne retire le marché. Qu'est-ce qu'il y avait lieu de faire? Rapidement rembler. Mais on va rembler sur combien de temps? Il faudrait refermer la principale digue au niveau du dessus, réorienter l'eau et rentrer bâclé. Donc j'estime, monsieur Fopousi, que c'est une blague, une véritable blague qu'on est en train de servir. Au Cameroun, rien n'est fait avec sérieux parce qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'évaluation, le suivi est bâclé. C'est les mêmes qui ordonnent, c'est les mêmes qui réalisent, c'est les mêmes qui descendent évaluer et c'est encore les mêmes qui reviennent réhabiliter. C'est ça ce qu'on vit au Cameroun. Oui. Bombok Bengan sur... je veux dire, il faut dire que d'abord la rupture a causé beaucoup de commentaires, a occasionné beaucoup de commentaires en journée. Rapidement, il y a eu ce qu'on a fait là. Quel est votre commentaire? Non, 2 choses à dire. D'abord sur le plan politique. Comme rien n'était fait au Cameroun et le renouveau mettait en première ligne la crise économique qui s'est abattue sur notre pays depuis 1987,
avec le point d'achèvement d'initiative PPT, c'est-à-dire qu'on a atteint un niveau où on vous dit remise totale de la dette, on vous donne cet argent, c'est en avril 2006. Voilà, on a pris une orientation politique qui a dit rien n'a été fait dans la région d'origine du chef de l'État. On a commencé à imaginer des projets comme ça. Et vous vous souvenez bien du titre de Charles Ateba et n'est pas son âme, le paradoxe du pays organisateur. Donc, les élites ont commencé à mener l'État à penser à la région du chef de l'État. Mais ça renvoie donc à la deuxième chose, qui est la suivante. On a oublié, et ça, c'est le directeur actuel de la Caisse autonome d'amortissement qui l'a dit en juin 2018, que les projets sont mal ficelés. Et nous n'arrivons même pas à faire un montage financier pour ces projets-là. Autre chose, même mal montés, ces projets n'arrivent jamais à terme. Nous ne conduisons jamais un chantier à terme. Le Dalo là est déjà en train de se... Oui, mais absolument. Et c'est ce que Charles Hamel vous disait. Oui. C'est une route qui est fréquentée par le grumier. Et le grumier, ce n'est pas 3 kg. Oui. Là, c'est la rivière Wo 2. Oui, Oui. Tout à fait. Oui. Donc, c'est cela. D'abord, pourquoi les projets n'arrivent pas à être exécutés entièrement? Pas aussi parce que le Cameroun n'arrive toujours pas à donner ses 15% de quotas pour chaque réalisation de projet. C'est tout. C'est là où on est bloqué. Les Chinois arrivent, vous disent 1 milliard. Mais dans les 1 milliard, le Cameroun doit donner les 15%. Le Cameroun ne donne pas. Quand il commence d'abord et tout, c'est... Malheureusement. Dominique, là où on en est. Oui, je crois que Charles Hamel a tout dit. Ce sont les mêmes personnes qui ordonnent, qui coordonnent, qui réalisent et autres. Moi, le seul bon côté, c'est qu'on n'ait pas eu de perte en vies humaines parce qu'on imagine aisément que quelqu'un se serait trouvé là à ce moment-là et serait perdu. Mais maintenant, est-ce que ce qu'on vient de faire là, qui est en train de s'affaisser déjà, si un grumier monte dessus, quelles peuvent être les conséquences? Moi, à un moment, j'ai plus envie de parler de certains sujets parce que, comme Charles Hamel dit souvent ici, on parle pour rien. Il y a quelqu'un qui a dit une fois sur Facebook que vous, là-bas, sur le plateau d'Equinox, vous perdez votre temps. Les Camerounais sont au bas, ils ne vous écoutent même pas parce que on a complètement perdu espoir. Regardez ce genre de choses. Comment est-ce que c'est possible? Un chantier, 8 ans, et personne n'en parle. Supérieur des travaux publics, un séminaire de renforcement des capacités, vous imaginez, des acteurs forcément pour ça. Moi, sincèrement, je dis, à un moment donné, dans un pays comme le Cameroun, on doit réfléchir à des... Parce que le ministre Le Drian est arrivé dernièrement. Il a dit qu'ils allaient engager les chantiers au Cameroun. Il faut donc bouffer cet argent. On commence donc ils vont valider l'étude de faisabilité de ce tronçon ferroviaire. Donc on n'est un peu encore au travail. On est juste à l'étude de faisabilité. Il y a encore notre niveau. Il y a ceux qui vont aller sur le terrain voir la faisabilité. Ceux-là vont travailler. Maintenant, on forme ceux qui vont aller donc contrôler ceux qui passent sur le terrain pour la faisabilité. Karine, poursuivre. Oui, le deuxième sujet, c'est le président de la République qui décaisse 200 millions de francs CFA pour les endeuiller et les déplacer de l'éboulement de terrain à Bafoussam. 100 millions pour 50 familles endeuillées. Si on part sur la base de calcul équitable, si on parle, oui, dans le meilleur des cas, alors... Maintenant, est-ce que c'est la réponse qu'il fallait? Beaucoup estiment qu'un reconfort beaucoup plus moral étant sur place aurait été plus conséquent que cet argent et peut-être reprendre des mesures fortes. Quelqu'un me rappelait ce matin que François Mitterrand, quand il arrive à la tête de la France en 81, il prend pour mesure de supprimer la tutelle sur les mairies pour permettre aux mairies d'être responsables de ça. Ça pouvait être également une décision prise par le chef de l'État pour que il n'y ait pas d'autres ngouaches au Cameroun. Parce que une mesure comme ça permettrait qu'il n'y ait plus de ngouaches au Cameroun en prenant une mesure plus globale sur le long terme avec une vision beaucoup plus lointaine et pas le factuel. Donc il y a plusieurs écoles qui s'affrontent sur la réponse qu'on aurait pu et qu'on aurait dû donner à ce drame mortel. Vous êtes sur cette ligne-là, vous aussi. Monsieur Lefopoussi, on a perdu 17 soldats à Darak. On a eu le drapeau en berne.
faudrait que nous procédions à l'inhumation de tous ces corps, s'il faudrait qu'on procède à une restitution, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous prenons déjà en charge, première, de seconde étape, nous prenons en charge complète le traitement, l'inhumation complète, avec les frais funèbres, les frais ritueliques. On invite les chefs à se jeter dans l'affaire pour organiser. Troisième étape, une fois qu'on a déjà enterré les corps, qu'est-ce qu'on fait des survivants? Nous avons des matelas qui sont restés dans le cadre du planète. Nous avons l'argent qui a été gardé dans le cadre du planète. On commence à enlever les matelas, on commence à enlever les lits, on commence à enlever les savons, on commence à enlever ci pour pouvoir sécuriser dans des hangars ou sous des tipis ou sur des tentes des personnes. On doit les recaser. Où est-ce qu'on va les recaser? On instruit à l'immédiat le ministre des Domaines, on instruit à l'immédiat le ministre X. Voyez avec vos délégations régionales où est-ce qu'on va le faire. Et on procède, M. Eric Fopoussi. Très simplement. Je crois qu'en 1 ou 2 semaines, on a résolu rapidement ce cas. On envoie le génie civil, construit le génie civil, descend, le militaire là, le génie militaire autant pour moi, descend, conçu dans un premier camp des hangars ou des cases sous mer, comme on l'a vu au Rwanda. On fait couler des bétons, on fait des maisons, on coule en béton, on n'a plus besoin du parpaing, on coule les 4 murs, histoire de sécuriser d'abord chaque famille. Je pense que vu à ce niveau, c'est plus facile de sortir là tout de suite 200 millions et remettre au Premier ministre. Le Premier ministre va créer une commission interministérielle. On va piquer ici, on va piquer là. Ceux-là se déplacent avec quoi? Leur carburant, c'est des missions. Il faut descendre. Ils puissent dans quoi? Peut-être dans ces 225 millions. N'oubliez pas qu'il y a 25 millions qui ont été mis à disposition par le ministre de la décentralisation. Il faut s'asseoir. On va régler comment? On va calculer. Vous voyez qu'on va se retrouver dans une histoire où même les 3 ans que Cambrai a connu pour pouvoir dédommager les gens, on va se retrouver dans un 4 ans avec des gens qui n'auront pas lavé. On devait en ce moment mettre tous les psychologues que le Cameroun a, que la ville de Bafoussam a, pour remonter. Nous avons un garçon qu'on présente les images depuis M. Eric Fopoussi qui allait faire un achat. Il est arrivé, il a trouvé que le boulot était descendu. Vous le voyez, il parle seul. Il ne sait plus là où il est. Il faut le récupérer rapidement. Mais dites-vous, il est parti acheter le poisson brisé, je pense. La nuit. Voilà, on l'a envoyé la nuit acheter le poisson brisé. Il est revenu. Il a trouvé que tout le monde était parti. Mais c'est grave, ça. C'est fort. Oui, il fallait une cellule psychologique, même sur place. C'est sur place, rapidement. Rapidement. Une cellule pour orienter les gens. Comment se déplacer? Quelqu'un va marcher là, trouver une main. Il faut orienter. Dans toutes les situations, on voit ça. Même à Haïti, on n'existait même pas que la population se rapproche trop comme ça. D'accord. On doit saluer le président burkinabé qui a fait un tweet pour, on va dire, le Burkina Faso n'est pas un pays très proche de nous quand même. Il ne faut pas dire que c'est... Mais il a quand même fait un tweet pour dire sa compassion pour les familles des victimes de Bafoussam. Chez nous, on écrit des lettres. Même en Papouasie, Nouvelle-Guinée, on écrit des lettres. Ils sont combien à l'avoir fait, M. Fopoussi? Parce que nous faisons pour tout le monde. Ils sont combien à l'avoir fait? Pour l'instant, parce qu'il y a un pays qu'on ne connaît pas, Papouasie, Nouvelle-Guinée. J'ai répertorié le président Rochba Christian Kaboré du Burkina Faso. Oui, Dominique Audrey. Des personnes de qui on attendait ce tweet instantanément ne l'ont pas fait. Donc, tout de suite, même si ça vient de Russie ou c'est, je sais pas quel, ou c'est n'importe quel pays, là, c'est bienvenu. Moi, lorsque j'ai entendu 200 millions, ça m'a froissé. Hein. Vraiment, ça m'a vraiment froissé. Par rapport à ce que je disais hier, parce que j'ai essayé de faire le rapprochement avec le montant, l'évaluation des évacuations sanitaires qu'on fait au Cameroun. J'ai essayé de refaire le calcul du montant de la location de l'avion. On se rend compte que pour cet avion-là, on a dépensé près de 2 milliards, je crois, si je suis pas... Et c'était pour 2 jours. Location 40 millions. Oui, l'heure. Attendez, permettez-moi, j'allais oublier. Il y a sur la toile maintenant une image d'une jeune fille qui est à Dubaï. Et qui nous montre ce qu'elle dépense là à Dubaï, mais calculez un peu, monsieur Eric Fopoussi. 910 millions, on a dit 910 000 pour le repas par jour. Voilà. Et vous venez donner 200 millions pour combien de personnes? C'est une insulte. C'est une insulte pour toutes ces personnes-là. C'est vrai que l'argent c'est important, mais à ce moment on n'avait pas besoin d'argent. Comme Charles Amel a dit, faites tout ce que vous avez. On va dire ce savoir, ce qui est certain. Vous avez raison d'être inquiet. Vous avez raison, parce qu'on nous a habitués à cela. Pour ce genre de situation, nous avons une institution qui s'appelle le génie militaire, Charles Amel a dit. Et on n'a pas vu les autres. Donc, le génie militaire devrait être là et ainsi devait être déjà répertorié et être en chantier
en attendant de recaser ces familles. Le tout n'est pas de dire, parce que j'ai entendu le ministre Ketia Courtet dire que c'est la faute à l'homme. Bon, la faute à l'homme, ça veut dire beaucoup de choses. L'homme, c'est qui? Ça veut dire que les gens ne devaient pas y aller. Bon, certes, maintenant, vous les mettez où? Vous qui avez pris les choses en main, vous les mettez d'abord quelque part et vous commencez, vous continuez à essuyer les larmes. On a comment évoquer les causes de cette affaire. Bon, on va s'arrêter là pour ce matin, madame. Mais on va tout de suite prendre avec vous, Karine, la dernière de votre chronique. Oui, dernier sujet, c'est le ministre des Transports qui suspend pour 3 mois une compagnie de transport faisant la route Yaoundé et Bolova, et le conducteur, il interdit de postuler pour une durée de 5 ans à tout examen de permis de conduire. Ce matin. Il est gardé même à la prison de Monatélé. Voilà. Alors, cher Amel, ce qui est intéressant de signaler avec cette sanction du ministre des Transports, c'est que d'abord, comme l'a dit Karine, c'est le retrait du permis de conduire, mais c'est également la suspension pour 3 mois de l'agence de voyage en question. Alors, il faut faire le film de l'événement. Il s'agit en réalité d'un bus qui a quitté l'agence le matin. Le chauffeur est arrivé en cours de chemin, il a fait ce qu'on appelle le ramassage, il a pris quelqu'un, et ce quelqu'un-là s'est révélé être un braqueur. Il a braqué dans le bus, a récupéré argent et tout. Il y a même ceux qui ont des comptes monnaie là, qui ont également été récupérés. Il y a un papa qui avait 470 000. On lui a demandé de faire le transfert. Lui, il a fait le code, il a fait semblant de rater le code plusieurs fois, et on a dû le menacer de couper sa main s'il ne met pas le vrai code. Et rapidement, il était obligé de faire rapidement ce code-là. Il a perdu ses 470 000. Même si je trouve quand même que ces bandits-là ont manqué un peu d'ingéniosité, puisque on les a retrouvés grâce à ces numéros avant lesquels on a transféré l'argent. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une école, il y a des personnes qui pensent que cette décision du ministre est un abus de pouvoir. Je voudrais avoir votre pensée là-dessus. Est-ce que c'est un abus de pouvoir? Parce que ça concerne la négligence d'un conducteur. En quoi l'entreprise est concernée? On va faire 3 mois de congé technique pour ses collègues qui, eux, n'y sont pour rien, qui sont obligés de rester à la maison pendant 3 mois. Donc, il y a quand même cette, on va dire, bonne décision, mais il y a l'aspect de suspension de l'agence qui pose problème. Mais, monsieur Eric Fopoussi, je tire un coup de chapeau au ministre Ngalé Bibé. Pourquoi? Parce qu'au moins, lui, il est en train de redresser à son niveau les transports. Je lui tire un coup de chapeau parce que depuis qu'il est là, quand même, ces multiples sanctions. C'est rare, c'est rare que vous fassiez. Oui, je dis, je lui tire ce coup de chapeau. Des bons points comme ça. Parce que sur tous les différents plans, quand même, il se bat mieux que les autres à redresser le transport. Les autres, c'est qui? C'est Robert Kelly, Edgar Alain Mebengo, tous ceux qui sont passés avant lui. Lui, au moins, il frappe quand même sur le point sur la table. Je lui tire un coup de chapeau. Relatif, hein? Mais monsieur Eric Fopoussi, je suis aussi contre lui. Pourquoi? Voilà. Je tire un coup de chapeau. Oui. Et je reviens en disant, monsieur Eric Fopoussi, on a plus de 1000 chauffeurs quand même qui ont des problèmes de vue. Des chauffeurs qui font les lignes interurbaines qui ont des problèmes de vue. Il a trouvé ce dossier brûlant sur sa table. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas réagi concernant la visibilité des chauffeurs. On va y revenir. Ça, c'est le premier point. Non, je continue. Nous ne sommes pas là pour le continue, monsieur Eric Fopoussi. Bon, vous avez des gens... Vous avez des gens... Non, Chalabel, on est sur la mesure, là. Vous avez dit que c'est bon. Non, vous avez dit que c'est bon, ça va. Monsieur Eric Fopoussi, nous avons des individus. Oui. Et on a commencé par ces individus qui, ont payé leur ticket le matin. Oui. Ils ont payé le ticket le matin en disant qu'on va les prendre ailleurs. Rappelez-vous, on a eu ces 2 cas avec l'agence Bon Pied la Route. Si vous avez connu Bon Pied la Route, tout à fait. À une certaine époque, il y a des gens qui venaient payer le ticket en disant vraiment, je paye le ticket, mais je réserve les places. Vous allez me prendre à Mbanga ou vous allez me prendre à Souza. Je vais vous attendre au bord de la route. Mais c'est illégal. Monsieur Eric Fopoussi, le ministre le dit. Non, mais je dis, ça se fait. Mais c'est illégal. Ça se fait. Oui, je dis ça se fait. Il paye le ticket, il dit vous allez me prendre à Souza. Vous le quittez, je prends le dernier bus, vous me prenez à Souza. J'ai les sacs de maïs, j'ai les sacs de cible. On a eu des gens qui viennent et payent le ticket. Ils rentrent dans le bus, ils s'installent, mais ils précisent qu'ils ont des bagages à Bonadéry, ils ont des bagages à Bomono. Au Carrefour, à la jointure Bomonoba Djedou, ils ont des sacs de maïs. C'est validé, c'est payé. Lorsque vous arrivez à cet endroit, monsieur Eric Fopoussi, vous êtes surpris que à peine on garde pour vous récupérer, vous voyez les bandits qui sortent
pour vous prendre. Vous avez des véhicules où, moi j'ai été agressé une fois, monsieur Lifopoussi, nous étions entre Maleke et je crois bien Mbanga, à ce niveau, où nous avons une femme qui a commencé à crier dans le bus, oh je vais faire pipi, oh je vais faire pipi, il était 2 heures. Je vais faire pipi. Le chauffeur dit, ok, on traverse en bas. Elle dit, je vais pisser dans le bus. Je vais pisser. Tout le monde dit, mais c'est un gars. On a serré. C'est des gars qui sont sortis de la forêt avec des machettes. Donc, dans cette situation, on se comporte comment? À un moment donné, non, mais justement. Non, je dis, oui, c'est bien beau de sanctionner. Mais à un moment donné, il faut savoir évaluer. Est-ce que le chauffeur, c'est une habitude qui est reconnue dans les agences, monsieur Lifo? Les ramassages. C'est connu. Les ramassages, oui. C'est connu. Dites ça justement. La surcharge commence même parfois à l'agence. C'est connu, c'est le business des chefs d'agence. Si ce n'est pas là, c'est sur le travail. Parce qu'il faut expliquer aux gens à quoi sert l'enregistrement dans les agences de voyage. Ça veut dire que lorsqu'on vous enregistre, on prend votre nom et vos références, votre CNI. Donc, ça vous sécurise en réalité. Ça vous sécurise en cas de problème et même pas seulement en cas de problème. Vous pouvez avoir, on peut le signaler comme ça, vous pouvez avoir les bagages qui sont perdus. Vous avez la preuve, vous avez prouvé que justement, j'étais j'ai payé mon ticket d'entrée. Oui, bon, Bengan. Oui, à première vue, on peut penser que c'est le chauffeur qui a commis l'erreur et il faut sanctionner le chauffeur uniquement. Mais non, nous sommes ici dans un environnement où on parle de la sécurité routière. La sécurité routière commence parce que pendant un moment, lorsqu'il est arrivé, il a eu des problèmes avec des agences de voyage, donc avec les patrons. Ils ont tenu un certain nombre de réunions, des résolutions ont été prises, il a pris certaines mesures conservatoires, administratives conservatoires, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Le problème, justement, c'est qu'on ne les a pas rendus publics. Donc, il faudrait donc, si ça arrive, ça veut dire qu'ils ont établi la responsabilité de l'agence aussi. Qui a demandé au chauffeur de s'arrêter en route? Qui ne sanctionne pas. Qui ne sanctionne pas. Je veux dire, est-ce que l'agence a l'habitude de sanctionner les chauffeurs qui s'arrêtent en route? Parce que dans les bus, on leur a recommandé, je ne connais pas toutes les mesures, que les passagers doivent appeler, on doit mettre les numéros de téléphone en cas de surcharge. En cas de, tout usager, tout voyageur peut appeler l'agence. Est-ce que ça a été fait? Parce qu'il avait quand même mis des brigades pour voir tout ça. Est-ce que c'est un chantier? Oui, non. C'est un chantier. On est là en train de... Le ministre sait que il sait que dans toutes les agences, il n'y a pas une seule qui ne fait pas ça. Je ne sais pas. Dans toutes les agences, à réguler. Vous dans un bus, un bonhomme vous arrive, il rappelle qu'il est docteur en naturopathe, il vous vend les remèdes, on ne sait pas d'où il vient. Non, mais il y a une insécurité notoire au Bengal et il le sait. L'actuel gouverneur du Sud-Ouest, quand il était préfet ici, M. Okalabila, il a interdit ça et c'était appliqué. Où on vendait ces docteurs-là dans les bus n'existait plus. Donc, si les agents de voyage continuent à les laisser, il faut que le ministre sanctionne. Il faut qu'il sanctionne. Maintenant, on sait bien, je répète, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils se sont dit avec les patrons des agents de voyage. Ça veut dire que, de mon point de vue, il a vu que le patron de cet agent de voyage-là ne respecte rien. Dominique Audrey. Moi, je suis d'accord avec la mesure. Vraiment, parfaitement d'accord. La répression doit commencer quelque part. Et je crois que ça a commencé dans cette agence-là. Mais le chauffeur a été sanctionné, ça va? Ça, c'est une chose. Maintenant, le chauffeur travaille pour une entreprise. Oui. Je crois que cette mesure, c'est une alerte donnée aux autres agences qui le pratiquent. Mais maintenant, il faut aussi dire que ou du moins qui sont laxistes sur les pratiques de leurs chauffeurs. Bon, en même temps, les propriétaires des agences ne sont pas dans les voitures. Hein. Voilà, ils sont pas de contrôle. Il y a des mesures. Ils n'ont pas les caméras dans les voitures. Comment ils vont savoir? Par exemple, est-ce que le ministre, on met là, numéro de téléphone, en cas de vous appeler. C'est maintenant aux passagers de se mettre à contribution. Et nous ne savons pas si les passagers ont appelé et que le ministre est au courant. Qu'il y a souvent des cas où telle chose arrive et le patron de l'agence n'a pas sanctionné le chauffeur. D'accord. Donc, je dis, on ne sait pas. Et je n'ai pris que ça, mais il y en a beaucoup. Il y a d'accord. En tout cas, je rappelle que
Pendant qu'on parle sur ce plateau, il y a de nombreuses agences qui continuent à pratiquer ça. On s'arrête à tout bout de chemin pour prendre un passager. Et parfois, vous prenez un bus, ça devient un taxi de ville. Madame, monsieur, on va s'arrêter là pour cette revue des réseaux sociaux. On bascule rapidement au plateau B, mais avant, on nous signale qu'on devra prendre interpellation et ensuite on bascule au plateau B. Interpellation, à tout de suite, madame, monsieur. Oui, pour le développement de notre pays et le progrès, moi je vois tout d'abord que il faut d'abord que le gouvernement crée les emplois pour les jeunes. Parce que les jeunes, c'est la lance de la nation. Et c'est ça qui sont eux qui vont nous remplacer demain. Alors si par contre on les laisse dans l'embarras, sans boulot, sans rien, ils vont rester vivre comment? Alors, je prie au gouvernement de créer au moins des emplois aux jeunes. De créer des emplois aux jeunes. Et de voir le problème de retraités. Parce que c'est le problème il y a des retraités qui meurent sans toutefois toucher leur salaire, sans toutefois toucher leur pension. Alors, ça veut dire que, monsieur chef, notre pays, nous sommes pendant où nous allons. Parce que si par contre, un père qui vient à la caisse dit qu'il veut toucher sa pension, on le dit, monsieur, allez attendre. Il peut mal attendre même pendant 6 mois, 1 an. Et il meurt sans toutefois toucher son salaire. Et je vois c'est lamentable pour nous. Ça ne nous ressemble pas. Ça ne ressemble pas les Camerounais. En conclusion, ce que je dis, il faut d'abord les jeunes, nos jeunes enfants qui naissent et qui ont fréquenté et qui ont des diplômes qui n'ont pas dit des vrais diplômes. Alors, ils sont sans emploi. Aujourd'hui, moi, son père, je fais la moto. Mon fils fait la moto, ayant une licence en poche. Master, il fait la moto, sans emploi. Alors je prie au gouvernement, franchement, de trouver une solution à nos jeunes. Parce que ce sont eux qui vont nous remplacer le lendemain matin. Eh oui, c'est très compliqué. Alors bon, Bengan, en 30 secondes, une réaction. C'est très compliqué. Oui. Je suis d'accord avec vous. C'est très dur. D'accord, non seulement à vos enfants, vous ne créez pas d'avenir, et vos vieux qui ont travaillé à peu près, ils n'ont pas leur pension retraite. Vous voulez quoi en définitive? Oui. Donc, vous n'encadrez pas les vieux, vous les tuez, les assassiner, et vos enfants également, vous les décapitez. Vous ne créez rien. On veut quoi finalement? Voilà. Donc, ça me rappelle un débat, je suivais un débat en France encore hier, et là-bas on est dans l'immunothérapie par rapport à l'Alzheimer, et là-bas ils expliquaient que l'âge moyen c'est 75 ans, 80 ans, et ils expliquaient que s'ils réussissent à faire ça, ils vont gagner plus d'années d'espérance de vie sur Terre, 95 ans voire 100 ans là-bas. Et que dans leur pays, ils sont à un niveau où ils ont réussi à faire en sorte que les gens atteignent cet âge-là sans mourir avant d'autres choses. Donc imaginez d'autres maladies au Cameroun. Avant 70 ans, les gens ont déjà été rattrapés par le paludisme, pas des petites maladies. Les fonctionnaires commencent à aller à la retraite à 55 ans. Oui. Les inspecteurs de police, même il y en a qu'on avait envoyé à la retraite à 50 ans. Donc on commence à vous assassiner dès 50 ans. Tout à fait. Donc vous comprenez que là-bas, ils sont en train de lutter pour ajouter l'espérance de vie de 75 à 95 ans. Et là-bas aussi, quand vous allez à la retraite, vous devez être pris quelque part comme consultant. Voilà, mais absolument. Ici, on vous abandonne. C'est très intéressant de voir à quel niveau les gens sont et comment les gens pensent leur avenir. Ils pensent aux investissements sur ces types de personnes, mais chez nous, on fait la navigation à vue, arrive que pourra, advienne que pourra, en réalité. Constilamine est au plateau, Bern nous signale. Constilamine, bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les clients du concept Salaka. Alors ce jeudi matin, je viens encore parler santé, je viens parler bien-être, je viens parler bonne humeur, avec bel et bien votre complément alimentaire pas comme les autres, le Van Bio Oméga 3 que voici. Alors ce matin, je vais attirer l'attention de tous les téléspectateurs. Soyez bien sûr prudents quand vous voulez acheter des Oméga 3, parce que l'Oméga 3 c'est le produit, la marque c'est Van Bio. Et aujourd'hui, les Oméga 3 les plus efficaces, les plus sollicités, les
plus consommés, c'est bel et bien 20 bio oméga 3 qui sont commercialisés au Cameroun et en Afrique par le concept Salaka. Du côté bien sûr du magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika, c'est en plein cœur d'Aqua. Donc mototin, nye sengalemba tatan, wale diabète, wale problème ya tension, wale problème ya rhumatisme, wale problème ya courbature, wale problème yena obenonyolango, yande au magasin 1001 tapis. Et ben jana oten, wale nin complément alimentaire, babele mona 20 bio oméga 3 et babele mona huile de poisson. Nyana nin complément alimentaire onongi temo, nyabolana diabète nyongo nyasiba, nyabolana tension nyongo nyabeboam, aussi ma benepe rhumatisme et banjana fish oil et dodi ouais donc any man where the yami today we for that stuff for kumba for that stuff for Bamenda, you get diabetes, you get problem for tension, you get problem for rheumatism. Just call just no concept Salaka and command your fish oil. They call them say Von Bio Omega 3 because the Omega 3 na something when you detect them, it go make say your diabetes no go up again plenty. Donc chacun de nous qui nous écoute en ce moment, vous avez des problèmes de diabète, les problèmes de tension, les problèmes de rhumatisme. Alors je vous conseille vivement le Von Bio Oméga 3 et soyez prudents quand vous voulez acheter les Oméga 3. Si ce n'est pas le Von Bio Oméga 3, n'achetez pas parce que l'Oméga 3 Von Bio Oméga 3, c'est la qualité en matière de compléments alimentaires. Alors parlons du prix. Vous l'avez normalement, c'est 6 000 le prix officiel, mais comme nous sommes dans le cadre du concept Salaka, vous avez une boîte de 30 gélules à 5 500 francs. Je dis bien 30 gélules à 5 500 et c'est une gélule par jour pendant le repas. Et je rappelle que le Von Bio Oméga 3, encore appelé l'huile de poisson, est sans effet secondaire dans l'organisme et il n'empêche pas la prise des autres médicaments. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, nous restons toujours dans la grande famille Von Bio. Le temps de rappeler bel et bien à nos téléspectateurs qui sont diabétiques qu'ils ont désormais leur lait de toilette. Oui, c'est bel et bien Von Bio Lotion. Von Bio Lotion est ce lait de toilette, bien entendu, qui permet d'embellir la peau des diabétiques et c'est le lait de toilette qui permet de combattre les démangeaisons que les diabétiques ont souvent l'habitude d'avoir. C'est un lait de toilette idéal pour embellir davantage la peau des diabétiques. Oui, vous l'avez à 6 000 francs, ce lait de toilette que vous appliquerez 3 fois par jour sur les pieds et le reste du corps. Ces deux éléments de santé sont en vente au concept Salaka, du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, en face le Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Et n'oubliez surtout pas, nous donnons après chaque achat, vous recevez des guides d'utilisation que voici. Déjà un guide pour la lotion et un guide pour le Von Bio Oméga 3. Et ces guides viennent tout droit des laboratoires Celorex aux États-Unis d'Amérique. Alors, chers téléspectateurs, nous restons toujours dans la santé, nous restons toujours dans le bien-être, mais pour parler cette fois-ci et pour présenter une fois de plus cette pommade contre les hémorroïdes. Je vous la présente encore ce matin. C'est l'occasion plus que jamais de nous appeler et de contacter le concept Salaka. Vous connaissez quelqu'un qui a les problèmes des hémorroïdes? C'est l'occasion plus que jamais de commander dès à présent la pommade contre les hémorroïdes. Merci beaucoup et rendez-vous à 1001 tapis à Aqua grâce au concept Salaka qui vous permet d'avoir désormais la pommade contre les hémorroïdes. Alors, Karine, on va basculer sur vous rapidement, quelques messages. Oui, le ministre a raison de sanctionner la compagnie parce qu'on appelle pour dénoncer et les responsables ne font rien. Les chauffeurs partent avec les chaises pour couloir depuis l'agence. Les chaises de couloir. Les chaises de couloir depuis l'agence, depuis Oui. les agences. Ça, c'est Chokomche qui nous écrit ce matin. Un autre message à l'instant. 200 millions ne vaut rien par rapport à toutes ces familles sinistrées. En fait, on a l'impression d'assister à des sacrifices organisés. Cet argent aurait bien pu servir à la prévention de l'éboulement à cet endroit pour qu'ils prennent pour qui ils prennent les Camerounais, ces gros. Je vais prononcer ce nom. Ça, c'est Vortex depuis Douala. D'accord. Un autre message qui nous dit j'ai juste
Voilà un message qui nous dit, je voudrais savoir, on nous dit que c'est 11 maisons qui sont écrasées, donc soit 11 familles, mais j'attends 100 millions à partager pour 50 familles. Les membres du gouvernement ont déjà introduit les noms fictifs. Ah, c'est Didier Chakou. D'accord. Ok. L'amour n'est pas la guerre, on le fait par consentement, c'est malhonnête. Soyez sérieux, on travaille pour satisfaire sa femme et ses enfants. Voilà pourquoi il y a des obligations familiales. Vous avez raison, c'est terminé. C'est terminé pour ce matin. Écoutez, si ça vient de vous, Dominique Audrey, ça ne nous surprend pas, en réalité. Madame, monsieur, on vous invite à rester sur Equinox Télévision. Nos programmes s'enchaînent toute la journée. On se retrouve demain 10h pour un nouveau numéro du 10-12, le Zénith. Que Dieu bénisse le Cameroun.